en décembre 1883 par un jeune homme pour Copenhague. Il vint au monde de parents pauvres dans le centre du Danemark, sur l'île de Fjoni. C'est là que le conteur Hans Christian Andersen naquit il y a 2 siècles. En 1884, à l'âge de 18 ans, Carl Nielsen vit la réalisation de son vœu le plus cher exaucé. Après avoir passé un examen, il fut accepté comme élève boursier au Conservatoire royal de Copenhague. 3 ans plus tard, il passa son examen de violoniste. Des compositeurs tels que Niels Weigel et J.P. Hartmann ont également compté parmi ses maîtres au conservatoire où Gell, le romantique, était le chef et protagoniste absolu. On parlait tout simplement du conservatoire de Gell. Quatre ans plus tard, dans la salle de concert de Tivoli, la première pièce mûre de Carl Nielsen, Petite suite pour archer, fut jouée pour la première fois. J'ai fait un malheur, raconta-t-il plus tard. Et le deuxième mouvement, un interlude en mesure de valse, a été da capo. Le grand Niels Weigel n'était pas du tout enthousiaste. « Mon petit Nielsen, dit-il, quel fouillis !» Carl Nielsen accepta la critique de Gell et réécrit une partie de la suite. Son œuvre suivante fut un quatuor à cordes qu'il jugea lui-même à la fois meilleur et plus important. Mais, après que la critique l'ait jugé incompréhensible, et l'ayant presque massacré, il fut moins docile. « J'ai eu une bonne idée, a-t-il écrit plus tard. J'ai décidé de suivre mon propre chemin. » Il comprit bientôt qu'un jeune artiste se devait de sortir des petits cercles de la culture copenhagoise pour avoir de nouvelles impressions. À l'époque, ce qui s'appelait la bourse Anker de voyage était une possibilité inouïe pour de jeunes artistes sans moyens de faire l'expérience de la grande scène européenne de l'art. Après plusieurs tentatives infructueuses, il obtenu finalement, en 1890, ce grand prix qui lui permit de passer presque 1 an en Allemagne, en France et en Italie. À cette époque, 10 ans avant l'arrivée du premier gramophone au Danemark, beaucoup de chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui à la portée de tous étaient choses presque inconnues, même pour un musicien. À Dresde, par exemple, Carl Nielsen vit l'opéra de Richard Wagner, L'Or du Rhin. Il nota dans son journal « Quelqu'un qui ne trouve pas que Wagner est grand est lui-même très petit. » À Berlin, c'est surtout la musique de Johannes Brahms qui lui fit une forte impression. Le voyage boursier lui fut décisif. Après 5 mois en Allemagne, Carl Nielsen prit le train pour Paris.
C'est ici qu'il rencontra le grand peintre danois J.F. Willumsen, qui venait d'accepter de poser comme modèle pour une jeune femme danoise de sculpteur, Anne-Marie Brodersen. Dans son journal, Carl Nielsen écrit « Soirée chez Victor Bendix, où je me suis bien amusé. Mademoiselle Brodersen était assez belle. » Et, quelques jours plus tard, danser avec Mademoiselle Brodersen à Montmartre, et plus tard au Moulin Rouge, vu Cancan danser par une fameuse fille de mauvaise réputation, vu aussi la soi-disant danse du ventre, couchée à 2h30. « 14 jours plus tard, il écrit « Je ne me souviens pas de ce qui m'est arrivé l'autre soir. J'ai trouvé celle pour qui j'ai eu constamment toute une gamme de sentiments. Et nous voulions vivre ensemble et être heureux. Et rien ne me fera plus douter. Je me sens plus riche et plus important en sa compagnie. » Ensemble, les deux artistes se rendent en Italie. Anne-Marie est enceinte et au mois de mai, ils se marient dans l'église anglaise de Florence. Le voyage de noces à travers le pays où l'art et la nature se disputent leur attention sera un voyage de rêve. À Rome, à Bologne, à Venise, ils s'enivrent d'impressions de toute l'histoire de l'art européen. Dans cet état presque euphorique, ils s'aperçoivent d'un seul coup qu'ils n'ont plus d'argent. Il faut qu'ils rentrent au Danemark, à la charge du consulat. De retour à Copenhague, ils s'installèrent dans une petite mansarde dans le quartier pauvre de Nyhavn. Ce fut une période difficile d'un point de vue économique, malgré le fait que Carl Nielsen, après son congé, reprendra son poste de second violoniste dans la chapelle royale. Il gardera ce poste 16 ans, mais il ne l'aura jamais vraiment aimé, puisque l'empêchant de travailler en tant que créateur. Il avait de grands rêves quant à son art. Il avait sérieusement commencé à travailler sur une œuvre qu'il occupait depuis longtemps. Une symphonie. En Allemagne, une représentation de la symphonie du destin de Beethoven fit une violente impression sur lui. L'emploi bref et concentré d'un motif très court le bouleversa. Il nota dans son journal « On dirait une œuvre tombée du ciel ». Sa première symphonie commence par un même motif et doublement expérimental, avec le rythme et avec la tonalité. Ce n'est pas pour rien que ce motif est qualifié d'orgoglioso, le mot italien pour fier. La jeune Anne-Marie Brodersen, devenue Anne-Marie Carl Nielsen, était déjà une artiste reconnue et ambitieuse. Avec ses sculptures d'inspiration classique, notamment des animaux, elle allait compter parmi les sculpteurs les plus importants de son temps. Son art était très influencé par les maîtres de la Renaissance. Or, sa personnalité se manifestait à travers des formes fermes, vivantes, naturalistes, et un langage symbolique qui laissait de la place pour la vie terre à terre et pour le monumental. Quelques années plus tard, à l'automne 1896, elle écrivit à son mari un rêve qu'elle fit. Nous étions en train de nous promener dans une forêt verte et agréable. Mais il y avait partout, là où nous arrivions,
des gens ennuyeux qui travaillaient dans les fossés. Les rêves ont leur propre langage. Ici, le rêve parle de toute évidence de deux êtres humains qui ont une existence commune et tranquille qui est interrompue par le travail. Justement, dans le mariage entre les deux artistes, le travail artistique faisait très souvent obstacle à l'harmonie conjugale. Les exigences de l'art et la vie de tous les jours sont souvent des compagnons de lit incompatibles, même quand il s'agit, comme ici, de deux artistes qui se stimulaient réciproquement. Ils avaient des idéaux très élevés de leur amour et de leur responsabilité pour l'art. Des idéaux irréalisables. Ils allaient s'en rendre compte. Cet automne-là, Anne-Marie travaillait en province sur des sculptures d'animaux, alors que Karl devait s'occuper de son travail à la Chapelle Royale et rester à Copenhague avec le reste de la famille, les deux petites filles et le fils Hans Beur, qui n'avait qu'1 an. Je suis surpris, et tout le monde avec moi, qu'une maman d'un bébé qui n'a qu'1 an peut s'absenter 6-7 semaines, écrit-il d'un ton accusateur à sa femme. Au diable les saloperies que nous pouvons créer, si cela doit se faire aux dépens de notre bonheur et de celui des enfants. Anne-Marie lui répondit « Tu sais que je rentre à la maison dès que possible. » Et elle n'avait pas beaucoup d'estime pour celles qu'on appelle les bonnes femmes stupides qui ne savent pas mieux bavarder que de te donner raison. C'est pour cela que je dois rester à la maison, pour te chouchouter, toi et l'enfant. Ils s'accusaient à tour de rôle de ne pas s'intéresser au travail de l'un et l'autre et de ne pas assez s'occuper des enfants. Bien qu'ayant beaucoup d'estime pour le travail de sa femme, Karl n'avait aucun doute. La vraie place de celle-ci était à la maison. Quelques années plus tard, les femmes se rassemblèrent pour manifester dans les rues de Copenhague pour le droit de vote et à la considération d'être un être humain au même titre que les hommes. L'écrivain Thit Jensen comptait parmi les participants les plus dévoués à la lutte des femmes, et elle raconta nombre d'années plus tard: Vi har været mange i kvindebevægelsen. Der har været mange, der kæmpede for stemmeret. Og den kæmpede jeg stridt for. Og det kom så egentlig af en gang, jeg boede højt oppe i Jylland, og så var der valg der, og jeg kom på cykel for at se, hvordan det gik til. Og der var kommet ude fra gårde og fra stranden og fra fiskersteder alle sammen. Og der var en stor plads, hvor der var telt op, og jeg hørte jo på de forskellige talere. Jeg tror, jeg var den eneste kvinde, der var kommet der. Og det burde jeg jo aldrig være kommet. For jeg har i mit liv aldrig set en sådan forsamling af fulde mænd. De var så fulde, at hele pladsen stank. Og så stod jeg og tænkte mig selv, alle de der, som går, lige fulde alle sammen. De har ret til at gå derind og stemme, men du har ikke. Og jeg er den eneste ædru. À cette époque, l'amour entre Karl et Anne était seulement troublé, pas vraiment menacé. Le 27 décembre 1896, il écrit les dernières notes d'un grand hymne à l'amour, Hymnus Amoris, une œuvre chantée dans laquelle la force de l'amour est louée par les différents âges de la vie. Anne-Marie dessine la couverture pour la version imprimée et Nielsen écrit dans son exemplaire: Ces notes à l'honneur de l'amour ne sont que peu de choses en comparaison avec la vie réelle. Mais puisque tu m'aimes toujours, je vais aspirer à une expression toujours plus sublime pour la plus grande force du monde. Et nous allons monter ensemble de plus en plus haut vers le but, et tous nos efforts seront portés vers l'amour dans la vie et dans l'art. Ce sont deux paires de mots qui s'accordent difficilement. La vie et l'art, l'effort et l'amour. La relation entre les deux artistes, qui étaient en même temps femme et mari, se résumait à la difficulté extrême de maintenir un parfait équilibre.
Il est probablement plus facile de louer l'amour que de le vivre. C'est à cette période que Carl Nielsen, à l'insu de sa femme, s'engage dans une série d'amourettes et d'escapades érotiques qui se prolongèrent pendant plusieurs années. En 1895, après la naissance de Hans Peur, la famille comptait 5 membres. La fille Irmeline, née en 1891, la petite fille Anne-Marie, qu'on appelait du petit nom de Seuss, était née 2 ou 3 ans plus tard. Et Carl Nielsen nota froidement dans son journal « Ce n'est pas avec joie que nous avons reçu cet enfant, car nous avions très profondément souhaité un fils. » Le foyer des 2 artistes était très accueillant et restait toujours ouvert pour d'autres artistes comme les peintres Joachim et Niels Kogor et le sculpteur Agnès Lund. À la maison, on voyait aussi souvent Marie Müller, une proche amie d'Anne-Marie. Cette femme gardait souvent les enfants et elle s'installa même dans la maison en tant que gouvernante quand Anne-Marie était en voyage. Celle-ci allait causer la crise la plus profonde du couple quand Anne-Marie apprit que Carl et Marie eurent une relation prolongée. Pendant un certain temps, Carl Nielsen habita la ferme des parents d'Anne-Marie, Tuggesmine, dans le Jutland méridional. En fait, il joua avec l'idée de s'établir comme paysan, puisqu'il doutait qu'il puisse vivre à la longue en tant que compositeur. Mais, comme toujours, c'est Anne-Marie, la réaliste, qui le ramena à la raison. « Mon très cher ami, tu es bon, tu es sage, tu es chaleureux. Tu vas marcher droit dans le cœur des humains du Danemark. C'est là que tu feras ton sillon profond, pas à Tuggesmine. » Carl Nielsen l'a pris au mot. En 1898, il commença son œuvre la plus ambitieuse. Un grandiose opéra chanté fondé sur l'histoire de l'Ancien Testament. Saul et David. Un drame sur le pouvoir et le destin, la guerre et l'amour, la traîtrise, la division et le doute. Mais en 1901, avant même d'avoir fini l'opéra, il commença sa 2e symphonie, qu'il nomma « Les 4 tempéraments ». Le succès de cette symphonie, ainsi que le succès de l'opéra, ont solidement établi Carl Nielsen comme le compositeur le plus important du Danemark. Un groupe d'amis prestigieux, surtout des non-musiciens, pensait même qu'il était à la hauteur des plus grands de l'histoire de la musique. Répétons pour Dieu sait quelle fois, écrivit le critique redouté du quotidien Politiken, Charles Kierulf, vers la fin de 1903. Carl Nielsen est le talent le plus important et le plus sûr de la musique contemporaine danoise. Mais il n'a pas accès à la place qu'un petit groupe d'admirateurs stupides veut lui accorder. Ils disent sans honte Beethoven, Mozart, Carl Nielsen. Je crois même qu'il y en a qui disent Beethoven, Carl Nielsen, Mozart. Carl Nielsen rétorqua dans une tribune libre. Personne ne peut trouver une telle comparaison plus ridicule que moi. Cela ne servit à rien.
Que Mozart n'ait cessé de fasciner Nielsen nous est prouvé par de nombreux témoignages. Pendant la période jaillissante de créativité autour de 1905, quand il écrit son second opéra, Mascarade, il se sentit d'une légèreté mozartienne. Une comédie de l'écrivain danois Ludwig Holberg fournit la base de l'histoire du nouvel opéra qui, à sa manière, est devenu très mozartien. C'est un spécialiste de Holberg, Willem Andersen, qui écrivit le texte, et Mascarade obtenu très rapidement le statut d'une sorte d'opéra national danois. Déjà pendant sa première saison, il connut 20 représentations, ce qui reste exceptionnel dans l'histoire de l'opéra du Danemark. Mascarade, histoire de la bourgeoisie et du carnaval, est un mélange de conflits de générations, comédie à confusion, érotisme, mysticisme et humour qui peut se comprendre tout simplement et en même temps est un conte symbolique sur les forces magiques de la musique et son aptitude à nous faire sentir tous égaux. Mais Carl Nielsen, en tant qu'ouvrier salarié à la Chapelle Royale, se sentait mis à part. Peut-être le bonheur qu'il avait dans son travail de créateur lui faisait voir le monde de la réalité comme pauvre et vain. Il avait commencé à servir de substitut au chef d'orchestre du théâtre, mais il était toujours rémunéré comme second violoniste. Et tout à coup, le Théâtre Royal exigea son retour au poste de musicien, ou simple soldat qui ne fait pas de mal, comme il dit. Dans cette institution, il n'y a plus une seule personne qui veuille et qui puisse quelque chose, a-t-il écrit à un ami. Sa femme était à l'automne 1904 partie pour Athènes, où elle devait travailler avec les sculptures classiques pendant près d'1 an. Elle lui manquait, il était en colère, il pensait que ni elle ni personne d'autre venait à son appui. Les envieux et mes opposants au théâtre ont œuvré en cachette pour que je sois aujourd'hui remercié, ou plutôt, pour que je sois moi-même forcé de demander mon licenciement, lui a-t-il écrit au mois de mars, 1 an plus tard. Et la lettre se termine par une question. Si toi, avec ta fortune et tes revenus, peux assumer la responsabilité de subvenir à tes propres besoins et à ceux des enfants, alors je recommencerai ma vie à l'étranger. Qu'en penses-tu ? Il se sentait tout seul et abandonné. Si seulement je pouvais te rappeler vers l'environnement humain et sain, ma chère amie. Je t'aime après tout. Il faut que tu oublies tous ces bavardages sur l'art. Et la situation s'aggrave encore. Je n'ai pas une seule personne à laquelle je peux me confier entièrement et profondément. En plein milieu du premier acte de Mascarade, plein d'humour, il fait des menaces de divorce. Chère Marie, c'est désespérant de recevoir une lettre comme celle d'aujourd'hui. Tu sais bien qu'on vient de me mettre à la porte et tu m'écris que je dois aller à Athènes ? Je pense que tu dois rentrer immédiatement. C'est ma dernière prière. Je demande une seule chose. Que nous nous acquittions de notre divorce. Je désespère de devoir te faire part de cela. Je tiens tellement à toi et il me sera difficile de me passer des enfants.
Son cri de secours fit son effet. Anne-Marie télégraphia immédiatement « Je ne veux pas divorcer !» Et dans une lettre, qui n'a peut-être pas été envoyée, elle écrit « Je souffre de la tête, j'ai froid partout. Tu ne devrais pas me mettre les nerfs à feu et à sang. Mais personne ne m'arrachera à toi, parce que nous nous appartenons. » Carl Nielsen retourna au Théâtre Royal, mais seulement pour de nouvelles difficultés. Les problèmes ici et là, dans le mariage, semblaient avoir affaibli son envie de créer, car pendant une longue période, il ne composa que des œuvres sur commande. Mais c'est alors qu'il fit un véritable tour de force. La troisième symphonie, Espansiva, fut créée au cours des années 1910-1911. C'est cette œuvre qui fit vraiment connaître le nom de Nielsen à l'étranger. Il est significatif aussi que le début de la grande percée internationale qu'a connue sa musique ces dernières décennies a été marqué justement par la représentation et l'enregistrement de Leonard Bernstein d'Espansiva à la Chapelle Royale quand il y reçut le prix Sonning en 1965. Vrai ou faux, deux de ses inspirations les plus fameuses, le thème principal d'Espansiva et la mélodie du poète populaire des pauvres de Jeppe Aukjær, Jens le Cantonnier, Carl Nielsen les eut en voyageant sur la plateforme arrière d'un tramway. Aukjær lui écrit « Je vous dois le merci le plus chaleureux pour cet air inégalable que vous avez drapé autour de mon Jens le Cantonnier, d'une main si douce. » La mélodie est devenue un véritable hit, une rengaine populaire, et Nielsen a dû regretter amèrement de l'avoir vendue une fois pour toutes pour la somme de 50 couronnes. La symphonie porte le nom Expansiva, d'après le premier mouvement qui est marqué par une progression très forte, expansive. Le mouvement commence par une idée d'une originalité surprenante. Une seule note se répète de plus en plus vite, comme si une pression violente, pour ainsi dire, donnait naissance au thème qui est lancé à toute volée dans l'espace, comme par une éruption volcanique. Le 28 février 1912, la symphonie eut sa première représentation avec, immédiatement, un immense succès. La presse loua le compositeur de 47 ans. Carl Nielsen était au sommet de sa carrière. Mais à la maison, la situation tendue s'était encore aggravée. Anne-Marie Carl Nielsen avait remporté le concours pour créer un monument équestre pour le roi Christian IX. Elle voyageait souvent à l'étranger pour de longues périodes et elle ignorait que son mari venait d'avoir une fille.
Les problèmes avec le travail, ainsi qu'avec l'amour, s'aggravèrent peu à peu, et si violemment qu'ils s'exprimèrent aussi bien dans l'art de Carl Nielsen que dans sa vie. Bien que son talent de chef d'orchestre soit toujours mis en doute, il fut, en 1908, nommé second dirigeant du Théâtre Royal. À la mort du premier dirigeant, Frédéric Rung, en février 1914, Nielsen compta obtenir ce poste. Mais le théâtre souhaita que Nielsen et le jeune talentueux Richard Eubert soient égaux. Sur le plan extérieur, Nielsen était à l'antipode de Wagner. Mais en fait, il admirait beaucoup de choses chez Wagner, et il se réjouissait à l'idée de diriger la première représentation au Danemark de Tristan et Isolde. Quand cette tâche honorable fut confiée à Eubert, il donna immédiatement sa démission. Sa femme, Anne-Marie, se rendit finalement compte que son mari lui avait souvent été infidèle quand elle était en voyage pendant de longues périodes, et qu'il avait même eu une fille derrière son dos. L'union entre les deux entra dans une crise qui dura des années et qui eut pour conséquence une vie pro forma dans la spacieuse habitation d'honneur près du canal de Frederiksholm, mise à la disposition d'Anne-Marie. Pendant un moment, Carl Nielsen avait son adresse dans le quartier de Nørrebro. Et pendant des périodes assez longues, il logeait chez des amis accueillants, le plus souvent au château de Fuglsang sur l'île de Lolland, ou bien au château de Damgård, près de Fredericia, en Jutland. Anne-Marie se sentait terriblement trahie par ses proches. La relation d'amour entre Carl Nielsen et son amie de longue date, Marie Müller, avait été connue par beaucoup de leurs amis communs, qui venaient souvent chez eux. Elle n'en avait rien su. « Je sens une douleur constante, lui écrit-elle, et en même temps une telle honte que je ne peux pas me promener dans la rue. Je dois me glisser le long des maisons dans l'ombre. » Il n'y a pas de malveillance dans mes sentiments, mais il n'y a pas de malveillance non plus dans l'oiseau qui est écœuré par l'idée de retourner dans son nid, où des mains étrangères ont touché à des œufs ou des petits qui sont les siens. Elle termine ainsi. « Mon cher Karl, ma place n'est plus à côté de toi. » Elle ne l'a plus été depuis le début du secret. Le mensonge nous a séparés, plus que tout. Carl Nielsen répondit : « C'est une vie insupportable. Chaque fois que je tente de me lever pour vivre et travailler, je suis écrasé à terre par la pensée que je suis plus avili que tout autre humain. Veux-tu m'aider ? Je ne sais pas ce que je dois dire et faire. Pour toi, tout ce que je dis n'est que mots et mensonges. Je ne sais pas de quelle manière je dois te parler. Une seule chose est sûre, c'est que je ne peux pas vivre sans toi. » En plein milieu de cette situation désespérante, Carl Nielsen lui écrit en 1914 « J'ai l'idée d'une œuvre nouvelle et qui exprimera tout ce que nous entendons par le désir de vivre, l'ardeur de vivre, c'est-à-dire tout ce qui est en mouvement, tout ce qui se veut vie, qui ne saurait s'appeler ni mal, ni bien, ni haut, ni bas, ni grand, ni petit, mais simplement ce qui est la vie, ou ce que veut la vie. Il me faut un mot ou un titre bref qui exprime cela. » Peu après,
à la fin de juin 1914, la Première Guerre mondiale éclata par des coups de pistolet à Sarajevo. Le monde de Carl Nielsen n'était plus le même. La population danoise fut épargnée par les véritables actes de guerre, mais les tueries au front ont influencé tout le monde. Il écrivit à un ami « Ceci est tellement débordant de non-sens que la vie ne semble plus avoir de valeur. Le sentiment national est devenu comme une syphilis spirituelle qui a dévoré les cerveaux et ricane à travers les orbites vides avec une haine folle. C'est comme si le monde entier était en dissolution. » Ses 50 ans d'anniversaire, en juin 1915, furent fêtés de toutes les manières. Mais il était accablé aussi bien par le chaos politique que par le chaos de sa vie privée. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire pour nous aimer tous, sans être méchants et sans nous faire de mal, écrit-il à Anne-Marie. Je vois clairement que je ne peux pas à la longue porter ce qui pèse sur moi et dont je suis la cause. Le mot « crise » signifie en vérité « tournant ». Pour Carl Nielsen, cette période difficile fut, de beaucoup de points de vue, un tournant. Et la 4e symphonie fut clairement différente des 3 précédentes. Les calculs ne se font plus entièrement. Sa trahison et la douleur d'Anne-Marie ne peuvent pas disparaître ni par la parole, ni par la composition. En 1919, le mariage est suspendu à la demande d'Anne-Marie. Le couple chercha à garder les façades, mais derrière celles-ci, la vie commune était en réalité dissolue, et la coexistence à laquelle ils se sentaient de temps en temps forcés ne menait qu'au désespoir, à l'impuissance ou à l'amertume. Anne-Marie était maintenant, comme avant, souvent en voyage pour de longues durées. À Celle, une ville de l'Allemagne du Nord, elle fit par exemple un moulage du cheval Flickhardt pour son travail sur une de ses œuvres maîtresses, l'énorme monument équestre pour Christian IX, qu'elle mit presque 21 ans à terminer. Carl Nielsen se sentait de plus en plus sans feu ni lieu et dépendait de plus en plus de ses multiples amis accueillants et aisés.
Sur un des très rares enregistrements cinématographiques qui existent, on le voit quelques années plus tard en visite chez un de ses mécènes qui l'appuya le plus généreusement, l'homme d'affaires à succès Carl Johan Mikkelsen et sa famille. Les années de guerre firent que la dualité de l'expression musicale de Nielsen, dualité entre folkloriquement simple et moderne expérimenté, devint évidente de manière frappante. Il était de plus en plus attiré par les effets crus et atonals, mais en même temps il travaillait en toute conscience pour créer des airs simples et mélodieux qui captent l'oreille. Au Danemark, on appelle cela folkelige, mot composé par peuple, folk et égalité, lige. Avec le grand rénovateur du chant d'église au Danemark, Thomas Laub, il publia en 1915 le recueil une vingtaine de chansons. Au mois de mai, les deux compositeurs furent invités à une soirée de la chanson danoise où ils présentèrent de vieux poèmes connus avec des airs nouveaux, y compris plusieurs chansons qui deviendront plus tard partie prenante de l'âme populaire du Danemark. Pendant les années qui suivèrent la 4e symphonie si conflictuelle, il composa une série de ses œuvres les plus charmantes, séduisantes et jouait par exemple la musique de scène pour la pièce de théâtre La Mer, qui se termine par la chanson La flotte qui veut voyager et l'inusable La brume se lève. Il créa la musique de scène orientale et colorée pour la pièce de théâtre Aladdin du poète national danois Oehlenschläger. Et, en 1921, il écrivit en très peu de temps une œuvre chantée qu'il appela humoresque lyrique et qui eut le titre Printemps en Fionie. L'œuvre respire la vie, la légèreté. On danse, on chante, on courtise, les enfants jouent. Tout est humour. Que Carl Nielsen lui-même possédait un sens de l'humour très développé et prouvé par de très nombreux témoignages. Sa fille Irmelin raconte des années plus tard. Han var meget ansvarsfuld. Han elskede at lide. Hvis der var noget, han kunne more sig over, så skal jeg love for, så skete det også med det samme. Han opdagede folks pudsigheder lige med det samme. Og han kunne tale efter enhver og gå efter dem, og det kunne godt være helt farligt. Ce n'est rien moins que stupéfiant que le compositeur de la musique joyeuse et idyllique de Printemps à Fionie venait de terminer le dernier mouvement d'une de ses œuvres les plus violentes et expérimentées, la 5e symphonie. Dans cette symphonie, Nielsen rompt complètement avec la tradition symphonique. L'œuvre n'aura que 2 mouvements, ou plutôt 2 parties. Et de prime abord, la tonalité majeure-mineure classique ne se devine que comme une ombre. Dans aucune autre œuvre de Nielsen, les forces constructives et destructives de la vie ne s'entrechoquent avec une telle puissance.
L'ordre et le chaos, le rêve et le déchirement, la lumière et l'obscurité. Le premier mouvement est dominé longtemps par la tranquillité et l'harmonie. Mais soudain l'harmonie est rompue de manière tout à fait physique et effrayante. Sans cesse, un motif agressif des bois et des archers, secondé à la fin par un tambour militaire sans merci, cherche à étrangler l'air pacifique et harmonieux. Or, l'air poursuit tranquillement son chemin. Il grandit en force et en poids, et à la fin, les opposants de la paix se retirent. La contradiction qu'on trouve dans la pensée musicale de Nielsen, entre la simplicité populaire et l'innovation profondément réfléchie, entre le sentiment de sécurité de l'enfance et la douleur et le doute de l'âge mûr, tout cela trouve peut-être une réponse dans l'idée d'une œuvre où les contradictions fondamentales de la vie sont confrontées dans deux mouvements grandioses. L'épreuve de force entre la lumière et l'obscurité se termine en suspense. Cependant, ce n'était pas un Carl Nielsen serein et heureux qui mettait la dernière main à la 5e symphonie, peu avant le Nouvel An 1922. Son mariage était toujours suspendu, le travail l'avait complètement épuisé, son cœur lui causait des soucis, et dans le courant de l'été, il tomba sérieusement malade. Les médecins lui défendirent tout effort. Pas de composition, pas de lecture. Juste le droit de tricoter. Il écrivit à un collègue au conservatoire. « Votre femme aimerait peut-être un chiffon à poussière ? Je pourrais lui en tricoter un. Je peux même faire un bord rouge au crochet. » Au début de l'année 1923, les choses semblèrent s'améliorer un peu entre les époux. Les blessures n'étaient pas guéries, et la maladie de Carl Nielsen les rapprochèrent. Peu à peu, Anne-Marie et Carl reprirent pleinement leur vie commune dans la résidence d'artistes au bord du canal de Frederiksholm. Mais les problèmes de cœur de Nielsen n'allaient pas disparaître. Il souffrait d'une angine de poitrine. La seule cure connue à l'époque était de ne rien faire. Mais Nielsen, le travailleur sans relâche, n'était vraiment pas très doué pour cela. En 1918, il acheta une maison d'été à Skane, à l'extrême nord du Danemark, pour créer un endroit neutre où lui et Anne-Marie pouvaient passer du temps ensemble sans sombre mémoire. C'est ici, à Skane, qu'il eut en 1924 sa première automobile, une Renault, que l'agent de police du village lui apprit à conduire. La petite Renault sûre, sincère, fine, délicate, vivante et pourtant modérée, a-t-il dit. Il devint un automobiliste assidu. Un an avant sa mort, pourtant, cela tourna mal. Il heurta un tramway et se blessa assez grièvement. Pendant l'été 1924, il fit son premier voyage en automobile, de Skane au château de Damgård, près du détroit de Lillebælt.
Et c'est là qu'il commença sa 6e symphonie, qui allait devenir la plus singulière et la plus entêtée. Plus tard, il la nomma Sinfonia Semplice, la symphonie simple. Med den 5. symfoni var Carl Nielsens musik for alvor blevet moderne. Après la 5e symphonie, la musique de Carl Nielsen était devenue moderne. Lui-même ne l'aurait probablement pas exprimé de cette manière. Moderne. Le mot même, moderne, était bizarre, pensait-il. Une anecdote raconte que Béla Bartók demanda un jour à Nielsen s'il trouvait que lui, Bartók, était suffisamment moderne. Nous ne savons pas ce que Nielsen répondit, mais il commenta plus tard. Il ne faut pas courir après l'idée d'être moderne, il faut simplement chercher à rester soi-même. Il n'y a pas si longtemps, on voyait les œuvres de la dernière période de la vie de Nielsen comme quelque peu le résultat de son affaiblissement, dû à son âge. Aujourd'hui, peu de personnes pensent cela. Carl Nielsen ne recevait pas d'étiquette, on ne pouvait d'ailleurs pas lui en mettre. Qu'un compositeur puisse écrire les mélodies des 2 merveilleux textes du poète Bergstedt, Je sais où se trouve un nid d'alouette et Le soleil est si rouge, maman, avec une simplicité si universelle qu'elles entrent directement dans l'autoconscience nationale, et en même temps composer la 6e symphonie si tortueuse et expérimentale, c'est, je pense, inégalé dans l'histoire de la musique. Solen er så rød, mor, og skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor, og dagen gået bort. Reven går derude, mor, vi låser Le titre final de la dernière symphonie, Symphonia Semplice, la symphonie simple, n'est pas seulement énigmatique, il est tout bonnement provocateur, car c'est la plus difficile de toutes les symphonies de Nielsen à jouer. C'est une œuvre tellement pleine d'ironie, d'autodérision et de masques tordus qu'elle a souvent troublé ses auditeurs. Il paraît qu'il a voulu écrire une symphonie de caractère tout à fait idyllique, comme il écrivit à sa fille Anne-Marie. Mais idyllique, elle ne le sera pas, au contraire. La forme de développement, le grand drame musical qui, même dans la 5e symphonie, domine la musique à tous les niveaux, a complètement disparu maintenant. Le simple, ici, c'est tout ce qui n'a pas besoin de narration continue, de dramaturgie ou d'histoire. La 6e symphonie est à la fois une fin et un commencement nouveau et surprenant dans l'œuvre de Nielsen. Car Nielsen connut parfois le succès à l'étranger. Par exemple, en octobre 1926, quand il y eut un grand concert à Paris avec ses compositions. Également en juillet 1927, quand le fameux Wilhelm Furtwängler dirigea sa 5e symphonie à Francfort. Mais il se sentait quand même comme un personnage secondaire sur la scène musicale européenne. Et il n'eut jamais une véritable percée internationale de son vivant. Pour son 60e anniversaire, on l'acclama pendant des mois avec de très nombreux concerts, mais il choqua le public en déclarant au quotidien Politiken qu'il avait gaspillé son talent à quelque chose de totalement irréel et qu'il aurait plutôt dû se mettre en apprentissage chez un commerçant ou faire autre chose d'utile. Cherchez le succès, a-t-il dit. Et puis, aller au succès. Ce n'est pas la même chose. En 1931,
car Nielsen accepta le poste de directeur du Conservatoire royal du Danemark. On raconte qu'un joueur d'orgue de Barbarie entra dans la cour. Car Nielsen ouvrit la fenêtre et lui dit à haute voix « Un peu plus rapide !» Ce que le bonhomme fit. Plus tard, il revint avec une petite pancarte sur laquelle était écrit « Élève de Carl Nielsen ». Mais Nielsen ne connut pas une longue période de directeur. Le cœur lui causait maintenant presque constamment des problèmes, il avait des douleurs et était souvent à bout de souffle. On voit ici clairement qu'il est affaibli et fatigué, et le petit fragment de film de l'été 1931 qui montre le monsieur de 66 ans en joueur de tennis a dû être fait pour le plaisir du photographe. Le 3 octobre de la même année, il décéda à l'hôpital national à Copenhague, entouré de sa famille. Ses derniers mots furent « Vous êtes tous là, comme si vous attendiez ». Les funérailles eurent lieu dans la cathédrale de Copenhague. L'église était remplie de gens qui ont attendu pendant des heures pour être présents. Il fut enterré un sombre jour d'automne au cimetière Vestre Kierkegaard à Copenhague et Anne-Marie fit un petit discours. Il était comme une source jaillissante. Il ne s'est jamais arrêté, a-t-elle dit. Après la cérémonie, on entendit un petit air d'orgue de Barbarie qui venait de l'autre côté du mur qui entourait le cimetière. Cela aurait probablement amusé Carl Nielsen, et qui sait ? C'était peut-être son élève.